Ella nació en 1973 en Douala, que es una de las ciudades más importantes de Camerún. Estudió primero en Camerún y luego en Lille. Tiene estudios de antropología y de comercio internacional. Por esos estudios ha desarrollado su trabajo en París, también en Camerún, y su trabajo ha estado ligado, ha desarrollado su trabajo en relación con firmas agroalimenticias y algodoneras y con relación con empresas que tienen que ver con grandes plantaciones, ¿no? Eso le ha supuesto un conocimiento más profundo de la realidad de su país y de otros países, porque junto a su marido ha viajado por varios países de África, que luego nos contará, por lo cual su experiencia y su conocimiento es extenso, ¿no? Ella vive desde el año 2009 en París y es allí donde eligió convertirse en escritora. Su primer libro se titula Le Clan des Femmes y lo escribió en 2009 y es un libro que aquí no conocemos porque no está traducido, pero que yo, por lo que he podido hablar con Hemli antes de entrar aquí, pues me ha parecido que es un libro que hay que leerlo porque habla también de una experiencia de mujeres en Camerún y de la cuestión de la poligamia. Me ha parecido muy interesante. Su segundo libro es este, Si de me, que tiene un título bastante curioso porque yo no encontraba la traducción, ¿no? Y le he preguntado a Hemli y me ha dicho que está inspirado el título en una canción de una cantante francesa que se llamaba Bárbara, y el título de la canción es Si d'amour. Entonces, relaciona el SIDA con el amor, porque eso es uno de los temas centrales de la novela de Hemli, que también explicará luego por qué ha sido su motivación y cómo le ha afectado, le ha tocado a ella este tema, ¿no? Respecto a Hemli, decir que pertenece a ese grupo, a ese boom de escritoras africanas que han irrumpido, diríamos, en el panorama editorial desde los años, unas dicen desde los años 80, desde los años 60, porque anteriormente la cultura africana ha sido de transmisión oral fundamentalmente. Y bueno, en el libro este en concreto nos habla de tres mujeres, luego ella irá contando más cosas, pero habla de la historia. Hay una mujer que es la protagonista, diríamos, Céline, que es una prostituta. Yo creo que es el tema de la prostitución, luego lo hablaremos con ella. El tema de la prostitución creo que también es importante dentro del libro, pero bueno, el tema central el personaje central es una prostituta. Uno de los problemas que ella quiere tocar es el SIDA, cómo afecta y cómo recorre todas las capas de la sociedad, cómo afecta a las relaciones entre las mujeres. Luego es llamativo porque, siendo Camerún una sociedad tan diferente de la nuestra, pues cuando te cuenta la vida de esas mujeres que son de la burguesía media, profesionales, tienen profesiones liberales, hay una que es ginecóloga, pues realmente no ves mucha diferencia entre su vida y la nuestra, ¿no? Es por aquello del desarrollo desigual y combinado que decía Denise Avenas, que las sociedades, aunque tengan distintos grados de desarrollo, pues tienen muchas similitudes, ¿no? Entonces, esas mujeres de las que habla Hemli a mí me resultan muy cercanas, ¿no? Y sus problemáticas muy cercanas, ¿no? Los desarrollos profesionales, el problema de las relaciones afectivas, etcétera, ¿no? Y bueno, yo como Hemli lo que quería era, más que hacer una presentación, hablar ella sola, diríamos, de su libro, quería hacer una pequeña presentación y que fuera un diálogo. Entonces yo creo que yo empezaría a preguntarle, pero cualquier persona de las que estáis aquí puede también, interrumpirnos, porque es un diálogo entre todas, ¿no? Y todos. ¿Vale? Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci à l'Institut français et au musée San Telmo. Et je suis très, très heureuse d'être là et de vous voir si nombreux. Merci. Yo te quería preguntar, en primer lugar, en relación al SIDA, que es un poco el tema que uno de los temas que ha inspirado, me parece que está ahí, que subyace, ¿no?, en la novela, ¿por qué
sea, ¿cómo has vivido tú esta cuestión del SIDA o cómo se ha vivido en la sociedad camerunesa, ¿no? ¿Cómo ha chocado, cómo ha impactado? Quand j'ai terminé mes études et que je suis repartie au Cameroun en 1998, c'était le pire moment pour le sida. Pour le Cameroun, il y avait 12% de la population qui était séropositive. Et quand on est une jeune femme célibataire, ça compte beaucoup parce que chaque relation devient problématique. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu beaucoup d'amis, de proches, de parents malades ou mourir. Bon, ça, c'est la partie bien triste. Après, on passera à des sujets plus simples. Et j'ai vu à quel point cette maladie a impacté durablement notre rapport à l'intimité et à la confiance. Et quand je lisais la littérature africaine en général, je ne retrouvais pas ce thème. On parlait d'amour, on parlait de beaucoup de choses et je ne retrouvais pas ce thème. Et je me disais, comment est-ce qu'on peut parler d'amour sans parler de sida? Ça me semblait impossible parce que à partir de cette période où moi je suis devenue femme, où je pensais à m'installer, etc., c'était un thème récurrent. Et je me disais, comment peut-on parler de toutes ces choses, d'intimité, sans aborder cette question? Et j'ai compris que c'était à la fois une sorte de pudeur par rapport à ce sujet terrible, et aussi une façon, comme je pouvais le constater dans la vie de tous les jours, d'éluder le problème. Parce qu'on ne peut pas penser à la mort à chaque instant. Ce n'est tout simplement pas vivable. J'avais envie d'écrire sur le sida. J'en avais envie depuis longtemps. Et je portais ce projet. Mais je voulais surtout, et avant toute chose, écrire sur la vie des gens, sur les rencontres et sur la capacité qu'avaient les gens à dépasser l'idée de la mort. Voilà. D'où l'importance du titre. Au fond, toute la question liée à ce livre, c'est si d'aimer quoi? Quel risque on prend quand on décide d'aimer? Quels sont les risques inhérents à l'amour? C'était un petit peu voilà, le thème du livre. Tú hablas del SIDA y también hablas de cómo afecta a mujeres de diferentes clases sociales, ¿no? Oui. Y hablas también de cómo a través del SIDA se conocen y se relacionan entre ellas y la importancia que tiene esa relación, ¿no? En sus vidas, cómo les salva incluso, ¿no? Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on regarde les chiffres sur le sida, la situation s'est beaucoup améliorée avec les nouvelles thérapies notamment. Mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des femmes qui sont atteintes sont des femmes qui vivent en couple. En fait, aucune femme n'est à l'abri. Et c'était important de faire le lien entre toutes ces personnes parce que finalement, ce n'est pas une question de classe sociale, ce n'est pas une question d'éducation, c'est simplement la société qui est comme ça et que cette maladie concerne tout le monde. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que je sais des femmes de mon pays, c'est qu'elles ne reculent pas, elles n'ont peur de rien, si vous voulez. Et quand elles sont arrivées, celles que moi j'ai observées, quand elles sont arrivées à ce stade où elles devaient, quelque part, elles étaient face à la mort, ce qui primait, ce qui arrivait, c'est qu'elles choisissaient la vie. Elles choisissaient la solidarité, elles choisissaient l'aide, elles ne lâchaient pas la main des autres. Et quelque part, voilà, c'était en fait une manière de se redéfinir, mais ça arrive pour le sida, mais ça arrive dans toutes sortes de situations. Quand les choses deviennent vraiment très dures, elles sont très présentes. Elles ne lâchent pas prise. Elles peuvent être très, comme souvent les femmes savent l'être, hein, très mesquines, très bavardes, voilà, dans des situations habituelles, mais ce ne sont pas des personnes qui craquent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce ne sont pas des personnes qui craquent face à l'adversité. Et ça, c'est quelque chose qui est très palpable quand on parle, que ce soit des femmes camerounaises, mais que j'ai observé souvent
chez les femmes que j'ai pu rencontrer lors de voyages, etc. Y otra de las cuestiones que me parecen interesantes en tu novela es el tema de la prostitución, cómo lo tratas, ¿no? Porque hablas de la explotación sexual por un lado, ¿no? Cuando a Céline le llevan a París engañada y le explotan salvajemente, y luego cuando ella vuelve a Camerún y como ese es el oficio que ha aprendido, diríamos, elige, entre comillas, ser prostituta, ¿no? Yo me gustaría que hablaras un poco de esa cuestión. C'est-à-dire que Céline, en tant que personnage, voilà, c'est une petite fille, c'est ce que on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est la part d'innocence des autres personnages du livre. C'est une petite fille qui n'a pas été protégée par ses parents, qui finit par tomber sur un prédateur et qui vit des choses très très difficiles. Mais quand elle rentre, quand elle finit par rentrer dans son pays et qu'elle a l'occasion de refaire sa vie, elle choisit d'être prostituée. Elle choisit d'être prostituée un petit peu pour reprendre la main et pour reprendre le pouvoir sur les hommes. Elle se dit, ça je sais, je maîtrise. Les hommes, je sais, en ce qui concerne cet aspect-là des relations avec les hommes, je sais comment m'y prendre. Et elle s'en sort très bien, en fait. Elle pensait être douée pour ça et il s'avère qu'elle est très douée. Elle arrive à très bien gagner sa vie, à se tenir comment dire, intimement à l'écart de ce qu'elle fait avec son corps. Elle arrive à continuer d'exister alors qu'elle fait ce métier-là. Et quelque part, elle a l'impression de reprendre sa vie en main et de dominer la situation. Antes hemos hablado también de la fortaleza de las mujeres camerunesas, ¿no? Porque en tu libro hablas de mujeres que tienen las riendas de su vida en sus manos, ¿no? Y has hablado yo te he preguntado si había un movimiento feminista organizado y me has hablado un poco del movimiento feminista y me has hablado también de la fortaleza de las mujeres camerunesas, incluso de la Tontine. ¿Podrías hablar un poco sobre esto? Oui, alors effectivement, il y a des mouvements féministes tels que ça peut se voir ailleurs. Il y a des intellectuels, des universitaires, des avocates, etc., qui se battent effectivement pour que les lois sur les femmes évoluent, pour que le regard de la société sur les femmes évolue. Mais je ne suis pas certaine que ces femmes-là aient un vrai contact avec les femmes de base, avec les paysannes ou les commerçantes, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est que je vous ai un petit peu parlé de la loi sur la polygamie. C'est important parce que ça me semble un bon exemple. Dans les années 70-80, quand on se mariait au civil, quand on faisait son mariage civil au Cameroun, c'était automatiquement la polygamie. On n'avait pas d'autre choix que la polygamie. Et puis un jour, on a changé parce que précisément, il y a pas mal de femmes qui avaient mis la pression. Et puis il y a aussi les églises catholiques qui, elles ont énormément de défauts, mais elles ont beaucoup contribué à cela. Les églises chrétiennes, parce qu'il y en a d'autres. Et un jour, on a dit, OK, le code civil va changer et à partir de maintenant, on va poser la question au monsieur. C'est-à-dire que quand vous allez pour préparer votre mariage civil, on demande au monsieur, est-ce que vous voulez vous marier en polygamie ou en monogamie? Et la loi a dit, à ce moment-là, le monsieur doit choisir, je veux me marier en polygamie ou je veux me marier en monogamie. La question n'est pas du tout posée à la dame, sauf le grand jour, quand elle va arriver avec sa famille dans sa belle robe blanche devant tous ses invités. Ce jour-là, on va lui dire, voilà, votre époux a opté pour la polygamie, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et ça, ce simple petit fait de dire aux femmes, ce jour-là, vous allez choisir, la tendance est totalement inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a à peu près 10% de cas de polygamie, alors qu'avant, c'était le contraire. Elles ont tout à fait pris le courage de dire, ce jour-là, non, je ne me marierai pas en polygamie. Et tout à fait eu le courage de changer en 20 ans toute la tendance de la société sur cette question. Aujourd'hui, la polygamie est devenue... comment dire, voilà, la majorité des gens se marient en monogamie. Pourtant, c'était rien, c'était un texte de loi, simplement. On disait, oui, voilà, comme ça, on ne pourra pas nous reprocher de... Eh bien, ce petit texte de loi, ce simple petit pouvoir donné aux femmes,
a réussi à changer la tendance en moins de 20 ans. Et ça, c'est important par rapport à ce que j'essaie de dire sur les femmes camerounaises, c'est qu'elles elles savent très très bien ce qu'elles veulent, elles savent très très bien où elles veulent aller, mais elles n'ont pas forcément envie que ce soit officiel. Elles n'ont pas, on est en train de travailler sur la loi de la famille, parce qu'on veut mettre en place une nouvelle loi de la famille censée donner plus de droits aux femmes. Et il y a énormément de femmes de la société publique qui s'opposent à cette loi. Parce que d'après elles, elles auront certainement plus de droits, mais quelque part, elles seront bridées. Parce que tout ce qu'elles arrivent à faire en sous-main, tout ce qu'elles arrivent à construire, à faire avancer, elles ont l'impression que si elles le font dans la lumière des hommes, elles n'auront plus la même latitude. Et ça, c'est assez difficile. Au fond, elles ne font pas du tout confiance à la loi pour les protéger. Elles se font confiance en elles-mêmes. Elles disent, voilà. Et la tontine va dans ce sens. La tontine, c'est une organisation, c'est une sorte d'organisation économique dans laquelle les femmes d'un même quartier ou d'un même village vont se mettre ensemble et mettre de l'argent ensemble. Par exemple, elles vont être 10, 15, elles vont mettre 100 euros, je ne sais pas, parfois c'est des sommes minimes, parfois c'est des sommes plus importantes. Et tous les mois, il y a quelqu'un qui va prendre cette somme. En janvier, ça va être une telle, en février, ça va être un tel. Ou alors, si quelqu'un a un grand projet d'investissement, un commerce, veut aller acheter des aliments pour vendre, il va prendre cet argent. L'avantage de la tontine, c'est quoi? C'est que ça se passe entre femmes. Ce n'est pas, les hommes ne sont pas dans les tontines de femmes et les femmes ne sont pas dans les tontines des hommes. En général, les maris ne savent pas du tout ce qui se passe dans les tontines. Ils ne sont pas du tout, ils n'ont aucune manière de le savoir, ils n'ont aucune information. Mais cet argent-là, ça leur sert à investir, ça leur sert à faire des commerces. Et économiquement, elles ont mis en place quelque chose qui est tout à fait viable et qui échappe au contrôle de l'administration, des instances, et ça leur convient parfaitement parce qu'elles ne veulent pas de ce contrôle. Elles trouvent que ce contrôle va leur ôter leur liberté. La liberté dont elles jouissent pour l'instant, elles trouvent que ce contrôle va le leur ôter. Alors ça peut être compréhensible et justifiable tant que les choses vont bien. Mais quand les choses vont mal, c'est-à-dire que si on tombe sur un mari qui vous brime ou sur une société qui ne va pas, ou quand il y a des nœuds, là c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de recours. Elles ont tellement l'habitude de faire entre elles, elles n'ont tellement pas confiance au système que quand ça coince, voilà, elles ne savent plus. Elles ne savent plus. C'est pour ça qu'il faut que les lois soient votées, mais il faut aussi qu'elles aient suffisamment confiance pour elles-mêmes porter ces lois. Et ça, c'est la difficulté. Yo quería preguntarte sobre que hablases un poco sobre tu primer libro, sobre Le Clan des Femmes, porque por lo que he leído, por la reseña que he leído, porque el libro aquí no está editado, ¿no? Pero hablas de una mujer que vive muchos años, ¿no? A lo largo del siglo XX y cuentas su historia y también es una historia de poligamia, ¿no? Creo, oui, que tiene que ver. Oui, le Clan des Femmes, c'est un roman, mais ça part la trame, c'est l'histoire vraie de ma grand-mère qui est née en 1903 à peu près, tout au début du siècle, et qui est morte à 102 ou 107 ans. Elle a vraiment traversé la totalité du siècle. Et j'avais un rapport très très privilégié avec elle. Et quand elle est partie, en fait, de la manière dont nous sommes encore, mais moi, nous étions organisés à l'époque, je n'avais rien de ma grand-mère. Je n'avais aucune lettre parce que ma grand-mère, évidemment, ne savait ni lire ni écrire le français. J'avais très peu de photos. Elle partait en emportant tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait été, et ça me rendait très triste. Et j'ai voulu, en fait, raconter son histoire. Et je ne voulais pas faire je ne voulais pas faire un récit, je voulais mettre ça dans un roman un petit peu parce que ça me permettait de donner la parole à la jeune femme qu'elle était dans la société dans laquelle elle était à cette époque-là et de remonter un petit peu comme ça les années jusqu'à ce que cette vieille dame et moi, qui suis donc une jeune fille d'aujourd'hui, qu'on puisse se parler et se comprendre. C'était une histoire de femmes et finalement ce qu'on comprend c'est qu'au fil du temps, eh bien, les histoires de femmes n'évoluent pas tellement. Ma grand-mère était une femme à l'ancienne. Elle s'est mariée à 9 ans. Elle a eu 4 maris différents parce qu'elle était héritée. Elle a été héritée par des hommes. Voilà, c'était les conditions de l'époque.
Et arrivée au terme de sa vie, c'était une dame très curieuse, voilà, elle avait gardé quelque chose comme ça d'ouvert dans le monde, et moi j'avais envie de transmettre ça. Et quand j'ai écrit Le Clan des femmes, c'était parce que je venais de perdre ma grand-mère et que voilà, il me semblait important d'abord de m'approprier ce message et surtout de le transmettre. Je ne voulais pas que tout soit perdu. Ça revient encore à la question des femmes qui sont très organisées, qui essaient de vivre leur vie, et la transmission n'est plus simple. On ne vit plus au même endroit. Géographiquement, les familles sont éclatées, les enfants vivent ici, les enfants là. Alors la transmission orale, en fait, nous atteignons la limite de la transmission orale. Parce que quand on ne vit plus tous au même endroit, chez moi, on ne peut pas venir avec un questionnaire et de dire « Comment est-ce que tu as vécu ta jeunesse ?» D'abord, c'est une intrusion. Personne ne va même à ma propre mère, je ne pourrais pas poser une question comme ça. Il faudrait qu'on reste ensemble, que le temps passe, que les occasions viennent, et là, petit à petit, l'histoire va se tisser. Mais je ne peux pas venir simplement poser des questions. Alors, tout ce qui est transmission orale atteint là sa limite, parce qu'à partir du moment où on n'a plus le temps de tisser ce lien, les choses se perdent. Les choses se perdent. Et quelque part, je voulais, dans ce premier livre, porter le message. Y yo sé que tus libros han tenido y están teniendo mucho éxito en Francia, incluso en Suiza está planteado para que, ¿no? Luego nos explicará, creo, ella que está seleccionado para un premio que hay en Suiza. Pero yo quería decirte a ver qué acogida han tenido tus libros en Camerún, si los has presentado, en fin, qué han supuesto allí, ¿no? ¿Qué eco han tenido? Écoutez, je suis très fière de ça parce que les livres ont été... Le Clan des femmes a été très très bien accueilli. Vraiment, il y a eu... beaucoup de gens se sont retrouvés. Les gens m'ont appelé spontanément pour me parler de leur propre histoire familiale et c'était vraiment très très bien. Et si d'aimer, jusqu'ici, l'écho que j'en ai est très positif parce que effectivement, c'est un sujet difficile. Et puis c'est notre... c'est du roman et c'est de la fiction, il faut garder ça, mais c'est aussi la vraie vie. C'est aussi une manière dont s'articulent vraiment les choses. Et ce qu'on me dit, c'est que ils ne retrouvent pas ça, ils ne retrouvent pas forcément ça dans la littérature qui leur est proposée. Et c'est très très bien accueilli. Moi, je suis très fière de la manière dont mes livres sont accueillis au Cameroun. Vraiment très fière. Bueno, pues eso, yo os voy a animar a preguntar, sí, pues, porque si me permites, Juana, ya que hemos mencionado la acogida en Francia, tenemos también hoy con nosotros a Sylvie Dago, que está en la mesa. Ella es la directora de la editorial La Cheminante de Cibourg y la editora, por lo tanto, de este libro. ¿Vous comprenez? Bon, sinon je traduirai après, c'est bon. Ouais. Entonces yo quería preguntarle ese largo viaje de Camerún, ¿cómo llega el libro desde Camerún hasta Cibourg? Alors, je vous ai présenté, je vous dis que vous êtes la directrice donc, de La Cheminante, et ma question était comment ce livre a fait cette longue traversée depuis le Cameroun jusqu'à Cibourg. Ce livre est venu à moi par Emlé, c'est-à-dire que c'est Emlé qui est venue à Cibourg, vers Cibourg. Elle ne le savait peut-être pas, mais elle a atterri à Cibourg. Elle a atterri pour une raison qui me fait très très plaisir, c'est qu'elle a découvert notre maison d'édition La Cheminante. Vous noterez que c'est presque un nom espagnol, hein, j'espère que vous l'avez entendu. C'est mon nom de jeune fille, Caminade, qui s'est changé en nom d'édition. Et donc Emlé, en découvrant cette maison, a découvert un éditorial que j'ai rédigé sur mon site, qui consiste à dire que, à partir d'une culture qui m'est très chère, qui est très forte, qui est notre culture basque, j'éprouve un énorme plaisir à regarder le monde et à découvrir que ce qui compte, c'est vraiment nos différences. Et c'est quelque chose que je défends un pas tous les jours. Et du coup, me dire que Emlé est venu à moi pour ça, je trouve ça effectivement un voyage extraordinaire, de Douala à Cibourg. Je défends l'universalité des différences pour une raison qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je crois que dans le monde consumériste dans lequel on vit, on a impérativement besoin de se tourner vers des cultures qui ont encore des valeurs de la différence et qui ne sont pas
lobotomisés, à qui on ne dit pas forcément de penser pareil, manger pareil, voilà. Et tout d'un coup, si vous vous tournez vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient, vers les caricatures qu'on peut en faire depuis le monde occidental, elles sont éminemment fausses, et Emily est là pour vous le dire ce soir. Et ce qui est fabuleux avec ce roman, c'est qu'on est vraiment plongé dans la diversité, mais ce que peut-être on n'a pas assez dit ce soir, c'est qu'au final, le fil conducteur de ce roman, c'est l'amitié, c'est en tant qu'humain que tout d'un coup, une maladie, finalement, elle met tous les gens à égalité. C'est quelque chose qui est très novateur dans la littérature, pas seulement la littérature de personnes issues du Sud, mais oser dire que cette maladie, finalement, elle touche la bourgeoisie, elle touche des petites gens, elle touche, voilà. Et tout d'un coup, le fil conducteur, comment on va se sortir de tout ça? C'est en étant très, très humain. Elle met à parler de l'entraide, elle fait état de ça dans ce roman, de l'entraide et puis de cette puissance de vie qui fait que, au final, c'est l'amitié qui va sauver la peau de tous ces gens. Et c'est quand même une belle chute, et une chute très, très émouvante. L'histoire se finit, je ne vais pas vous la dire, la fin, par une petite chose verte, très, très attachante. Une petite chose verte lumineuse. Une petite chose verte vers laquelle il faut peut-être tous revenir. Je voudrais dire autre chose qui me paraît vital, vraiment, quand Emily dit qu'elle est très fière d'avoir édité, que ce roman est plu à ses compatriotes, moi je suis très fière qu'il ait plu aux miens compatriotes. Et en l'occurrence, à Cibourg, j'ai pu faire découvrir la littérature francophone du Sud de manière extraordinaire. C'est-à-dire que d'une interrogation un peu distante, maintenant les gens viennent vers nous pour acheter des livres de littérature francophone du Sud. Et on est très fiers de ça. Pour revenir et pour terminer sur le roman de Emily, c'est une très grande littérature. Elle fait l'exploit, sur le plan littéraire, je trouve ça d'une complexité inouïe, d'exprimer cette histoire à travers 3 personnages. Et finalement, quand vous lisez le point de vue d'un des personnages, vous n'avez pas envie de quitter ce personnage. Plus ce personnage va parler, plus vous allez être attaché à lui, et plus vous aurez du mal à le quitter, sauf que le suivant aussi. Et il n'y a rien qui sonne faux. Elle arrive à nouer la vie telle qu'elle est dans nos vies de tous les jours. Elle écrit la vie. C'est un roman de vie. Et ça, je dois dire qu'il n'y a aucun intellectualisme, on est au cœur de la vie. Et c'est vraiment un exploit littéraire, cet ouvrage. Voilà. Sí, precisamente quería preguntarle sobre eso. La novela ha elegido contarla desde distintos puntos de vista, también masculino, y quería preguntarle por el sentido de esa coralidad en el interior del libro. Primera pregunta. Y la segunda pregunta un poquito de otro orden. En la novela Francia es el lugar del horror primero, pero también el lugar después de la esperanza, ¿no? Y cómo se vive en África esa paradoja también de querer Europa, o que Europa sea un lugar a donde ir con esperanza, y al mismo tiempo la lucidez de que muchas veces hay también engaño, y hay también frustración, y hay también explotación, ¿no? Je vais commencer par la deuxième, et après je répondrai à votre question. Cette question de la vision de l'Europe est très intéressante. Si vous voulez, il y a plusieurs types d'Africains, et ils ont un rapport différent à l'Europe. Il y a des personnes qui ont fait des études, qui vivent assez confortablement, et pour qui l'Europe, c'est un voyage. Ce n'est pas un exil. C'est simplement qu'ils viennent librement, sachant qu'ils peuvent repartir librement. Et eux, ils ont une relation relativement saine à l'Europe, parce qu'ils voient l'Europe telle qu'elle l'est. Ils ne la fantasment pas. Et puis, il y a des gens pour qui l'Europe est un grand fantasme. Parce que, au fond, qu'est-ce qu'on vous envie? C'est le confort. C'est le confort dans lequel vous vivez. Et ça, c'est quelque chose, quand on n'a pas quand on manque, c'est quelque chose d'extrêmement fort, et c'est un appel extrêmement fort. Et moi, je dis toujours, c'est pas facile de venir en Europe, parce que les frontières se ferment une à une, mais on trouve toujours le moyen de venir.
il y a toujours moyen. Mais c'est encore plus dur de rentrer, surtout de rentrer quand tous les rêves ont été déçus. Quand on n'a pas trouvé ce qu'on est venu chercher et qu'on sait qu'on ne le trouvera pas, et on commence à s'accrocher à rien, en fait, simplement parce qu'on n'a pas le courage de repartir, dire « je suis allé vers mon rêve et je ne l'ai pas atteint. Je me suis brûlée, je me suis détruit à chercher ce rêve parce que finalement ce rêve n'existait pas. Il n'existait pas pour moi. » Quand Céline pense à venir, au départ, quand elle rencontre ce blanc et qu'il lui dit « je vais t'emmener, tu vas être mannequin, tu vas voir, tu seras quelqu'un de riche et de célèbre », c'est le prototype même du rêve d'Europe. C'est de dire « je vais partir, on n'attend que moi. Avec ce que je suis, je vais m'en sortir, je vais y arriver, parce que évidemment la télé, ces belles choses, moi aussi j'ai droit à ma part de bonheur, moi aussi je veux ça. Je vais aller et je vais trouver ça. » Donc elle vient pleine de rêves. Et son rêve se transforme en cauchemar, un terrible cauchemar. Et ce qui se passe pour Céline, c'est qu'elle dit « je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans ces conditions, j'ai trop peur. » Elle a trop peur de rester. Elle se dit « je vais rentrer au moins dans un environnement connu, que je connais, où je suis en sécurité. Je vais repartir chez moi. » Quand elle repart chez elle, personne ne l'attend. Mais c'est très souvent comme ça. Quand on repart, personne ne vous attend. D'abord parce que vous êtes allé chercher du rêve, au moins ramener un peu de rêve. Vous n'allez pas revenir les mains vides, plus pauvre que tout le monde, et espérer qu'on va vous ouvrir, on va vous attendre les bras ouverts. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que rentrer est si difficile. Quand Céline revient vers l'Europe, au fond, et c'est ça qui est important, elle ne revient pas vers l'Europe, elle revient pour un homme. Après, ce n'est plus la rencontre entre l'Afrique et l'Europe, c'est la rencontre entre un homme et une femme. On entre dans la vérité des gens. Ce n'est plus le rêve. Elle a tellement souffert qu'elle se dit plus jamais je ne repartirai. Je préfère crever ici plutôt que de repartir. Et ce qui se passe, c'est qu'elle rencontre un homme qui a lui aussi ses propres démons, ses propres défauts, qui n'est pas forcément quelqu'un de très solide, qui a vécu aussi énormément de choses difficiles. Et ces deux-là, ces deux faiblesses, elles s'imbriquent, voilà. C'est un être humain qui rencontre un être humain, et ce qui se passe là, au fond, ça n'a rien à voir avec les continents. Oui, alors, oui, c'était la deuxième question. Le livre, c'est 3 voix. Salomé, qui est une femme de la bourgeoisie camerounaise, qui a été élevée dans une famille bourgeoise, qui a épousé un homme avec qui elle vit, voilà, elle est très très à l'aise, et son mari la trompe, mais elle l'aime follement, elle n'envisage pas de le quitter, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, elle se dit ok, ce que je ne vois pas ne peut pas m'atteindre, elle ferme les yeux sur tout ce qui la gêne concernant son mari. Et puis il y a Valérie, qui est médecin gynécologue et qui est une femme très libre, qui pense qu'elle peut coucher avec qui elle veut, elle a une vie comme ça très débridée, et en même temps, elle connaît les règles de la société. Elle dit « je ne m'affiche pas, parce que je sais que je ne peux pas m'afficher dans la société dans laquelle je vis. J'ai besoin d'un minimum, j'ai besoin d'un vernis de respectabilité. Mais ce vernis ne m'empêche pas d'être ce que je suis. » Et Valérie est très, très impliquée dans les programmes de lutte contre le sida. En fait, elle n'a pas de mari, elle ne veut pas se marier, elle n'a pas d'enfant. Toute sa vie tourne dans sa bataille contre cette maladie. Et puis il y a Moussa. Moussa, c'est la 3e voix, c'est la voix masculine du livre. Et puis Moussa est très lié à Céline. Il la connaît depuis qu'elle est petite. Il était le seul, en fait, quand elle est revenue, à lui tendre la main. Et il décide un petit peu de cheminer avec elle. Et ces 3 voix racontent 3 Camerouns différents. Ça raconte la bourgeoisie, en fait, des personnes à l'aise et tout ça. L'histoire d'une femme très libre dans sa tête, mais qui, à cause de la société, est obligée d'avoir un vernis de respectabilité et qui, au fond, est très jalouse de sa liberté et est prête à payer le prix de sa liberté. Et puis, il y a Moussa et Céline qui viennent des bas-fonds du Cameroun. Et ces 3 voix racontent une histoire différente. Ce qui va les lier, c'est les terribles hasards de la vie. Normalement, ils ne devaient pas se rencontrer. Ils n'avaient rien
dans le Douala que je connais, ces 3 personnes-là sont très rarement mises, comment dire, vont très rarement se mettre ensemble pour résoudre ce genre de problème. Chacun va plus aller vers sa propre communauté pour essayer de dépasser les cas comme ceux-là. Et ces 3 personnes vont être attirées les unes vers les autres par le personnage de Céline. Parce que ce qui arrive à Céline les frappe tous de plein fouet et ils éprouvent en fait le besoin, à plusieurs moments du livre, ils se demandent mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que ce n'est pas facile entre eux, c'est très difficile, ça coince souvent. Et ils sont très lucides les uns avec les autres, ils sont très lucides vis-à-vis de la société dans laquelle ils sont et ils ne se font pas de cadeaux. Mais il y a quand même ce regroupement autour de quelqu'un qui fait que des liens complexes et difficiles, mais c'est des liens, vont se tisser entre eux et ils vont avoir envie de cheminer ensemble. C'était 3 voies, mais 3 voies différentes. Et les 3 voies devaient exister ensemble. Si te parece. No, yo miro para ver si la gente se anima. Ha dicho que Juana Aranguren en su presentación que Hemley Boom había visitado por su trabajo distintos países africanos. Desde Europa tenemos muchas veces la tentación de uniformizar un poco las cosas, ¿no? ¿Cuál es su experiencia de los distintos países? ¿Y qué haría la singularidad de Camerún, que finalmente es un país que conocemos también mucho por sus escritores, por sus artistas? Hemos tenido la ocasión en San Sebastián de recibir en alguna ocasión también artistas de Camerún. ¿Cuál sería esa singularidad de Camerún y cómo ve la situación en África, en los distintos países, de una manera más general? La tentation d'uniformiser l'Afrique est très compréhensible. Il faut aussi que vous sachiez que la plupart des Africains uniformisent l'Europe. Hein. Vous n'êtes pas les seuls à penser que l'Afrique c'est un grand bloc en général. De l'autre côté aussi, on pense que l'Europe c'est un grand bloc. Donc c'est compréhensible. Et en ce qui concerne le Cameroun, c'est-à-dire que c'est un pays assez, même en Afrique, qui est assez singulier. C'est un pays qui est à la fois anglophone et francophone. Donc il a été colonisé par les Allemands avant. Ensuite, il a été... Aussi germanophone. Oui, aussi, voilà. Et il a été ensuite donné ou placé sous protectorat, on dit, de la France et de l'Angleterre. Donc il y a une partie du Cameroun qui est anglophone et l'autre francophone. Donc le Cameroun est bilingue. C'est un pays où il y a une partie du pays qui est musulmane et l'autre qui est chrétienne et tout le monde est animiste. C'est-à-dire que donc il y a ces 2 régions, mais après tout le monde croit à des dieux traditionnels et tout ça. Voilà. Et c'est un pays où on a des montagnes d'un côté, on a le désert, le Sahel de l'autre, on a la mer. Voilà, c'est très très divers et il y a 200 langues différentes. Donc c'est très difficile après, avec des singularités comme ça, de dire est-ce que le Cameroun ressemble à un autre pays ou pas. Moi, je trouve, mais c'est parce que c'est mon pays, que le Cameroun ne ressemble à aucun pays au monde, que c'est très particulier, très spécial. Et quand je voyage en Afrique, on a eu la chance de beaucoup voyager en Afrique et aussi d'avoir beaucoup d'amis africains qui viennent de divers pays. Et on se rend compte que chaque pays a sa propre histoire, chaque pays a sa propre vision et les pays ne se ressemblent pas. On a beau dire, les pays sont très différents, les croyances sont différentes, la manière de mener les choses sont différentes, la géographie est différente, l'histoire, même si la plupart des pays africains ont été colonisés, même si les frontières ont été imposées et qu'il y a beaucoup de tribus qui se retrouvent
à cheval entre, bon, c'est peut-être le cas aussi pour les Basques, non, entre l'Espagne et voilà, même si on se retrouve comme ça à cheval entre plusieurs pays. Après, chaque pays est très très singulier. Et surtout, ce qui est important, chaque pays est jaloux de sa propre singularité. Il ne faut pas traiter, et pourtant on se ressemble, hein, c'est pas la question, mais il ne faut pas traiter un Nigérian qui habite à côté de Camerounais et vice-versa. Il ne faut pas traiter un Gabonais, pourtant on parle les mêmes langues, hein. Je veux dire, quand on se retrouve à la frontière, en tout cas c'est la même langue d'un côté ou de l'autre, mais il ne faut pas se tromper. D'abord, ce n'est pas le même accent, et puis voilà, on est Gabonais, on n'est pas Camerounais, il ne faut pas exagérer, mais voilà, c'est très comme ça, c'est très particulier. Pero la misma lengua, ¿qué lengua? Porque si dices que hay 200 lenguas, oui. ¿qué lengua compartís? Il y en a plusieurs. Dans les 200 langues, il y a toutes les langues frontalières, je vais y arriver, toutes ces langues sont partagées par les pays limitrophes. Toutes les langues qui sont partagées, sont à cheval entre les pays limitrophes. Et il y a même des langues qui se retrouvent, par exemple, on a des amis qui viennent du Libéria. Le Libéria, c'est l'Afrique de l'Ouest, mais c'est pas du tout près du Cameroun. Et en s'entendant parler, on s'est rendu compte que nos langues avaient les mêmes sonorités et que ça s'appelait de la même manière. Mais ce sera intéressant de regarder tout ça, parce que ça dit beaucoup de choses sur les migrations. Les migrations se font depuis longtemps, les peuples se déplacent depuis longtemps, et de temps en temps, on a la surprise de tomber sur des choses qui sont absolument extraordinaires sur des milliers de kilomètres. C'est assez extraordinaire. Les Sénégalais ont trouvé un moyen de surmonter ça. Ils pratiquent les blagues de cousinage. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça consiste après avoir fait beaucoup de formules de politesse pour se saluer, ils s'insultent gentiment. S'ils sont sérères ou l'autre il est peul, donc il va insulter jusqu'à la grand-mère, quoi. Ça se passe comme ça pendant quelques secondes. Et fort de cette petite bataille, qu'ils pensent avoir gagné tous les deux, ils peuvent parler tranquillement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de... C'est amusant, mais au final, ça fonctionne très très bien. Et c'est pas un hasard si ça se passe au Sénégal, où jusqu'à présent, il y a quand même un niveau de paix qui est quand même assez intéressant. Et c'est vraiment un endroit où ça se passe comme ça. Quería preguntar. Perdón, sí. No sé si quería preguntar o te queda. ¿Está ya preparado? No. Es que por no perder el hilo de los vocabularios, tantas lenguas que hay y además a nivel oral y todo ese movimiento que hay, ¿qué riqueza tiene que haber? Porque habrá niños y niñas que por unas circunstancias han estado con unas personas mayores que les han transmitido determinadas frases, giros y tal, y que son un tesoro para ellos conforme vayan circulando. O sea, que entonces son 200 tesoros. Oui, enfin, j'aimerais bien. Je ne les parle pas toutes. Je parle déjà... mon père et ma mère ne parlent pas la même langue, donc déjà, ça m'en fait deux. Et mon mari et moi ne parlent pas la même, donc voilà. ça m'en fait déjà pas mal. Et ce qui est amusant, par exemple, pour mes enfants, quand ils vont en vacances chez mes parents, ils parlent ma langue avec leurs grands-parents, et quand ils vont en vacances chez leurs autres grands-parents, ils parlent l'autre langue. Et c'est amusant parce que avec moi, ils parlent français. J'essaye, mais je n'arrive pas. C'est comme si moi, mon truc, dans leur cerveau, maman et papa, c'est le français. Mais c'est une langue, on veut bien, mais toi, non. Tu peux peut-être dire la signification de ton prénom? Oui. Alors, Hemle, c'est un prénom en langue bassa. Et la langue bassa, c'est pas ma langue, c'est celle de mon mari. Et oui. Et
nom féminin, enfin, masculin aussi, mais plus féminin, et ça veut dire espérance. Et on dit ça pour parler de l'expérience, mais on dit ça aussi pour parler de quelqu'un qui a du courage ou du cœur. On dit, il a le Hemley, il a du cœur. Et moi, j'aimais tellement ce prénom que je me suis dit, si j'ai une fille, je vais l'appeler comme ça. Bon, il se trouve que j'ai eu 2 garçons, pas de chance, donc j'ai récupéré mon prénom, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le garder pour le moment. Pilar, quería preguntar Pilar. Buenas tardes, muchas gracias. Está siendo muy, muy interesante, porque la verdad es que se conoce muy poco de las mujeres africanas. Has hablado de la poligamia, eso a mí me preocupa mucho, pero bueno, has dicho que ha descendido un índice muy fuerte y me alegro muchísimo. ¿Qué clase de vida tienen las mujeres, por ejemplo, las mujeres que se casan, aunque no se casen con hombres que tienen más mujeres? ¿Tienen libertad de moverse ellas por su cuenta, de encontrarse con otras mujeres, de cultivarse, no sé, de vivir otra vida que no sea solo la de ama de casa, por ejemplo, encerrada en casa? Au Cameroun, il y a très peu de femmes au foyer. Il y a très peu de femmes qui ne s'occupent que de leurs enfants dans la maison en attendant que le salaire de leur mari arrive. Pour une raison très simple, c'est que économiquement, ce n'est pas viable. Il faut que toutes les personnes capables de travailler travaillent pour que la famille vive correctement. Et ça, c'est parfaitement ancré dans les mœurs. Depuis toujours, les femmes ont au moins leur petit carré de légumes qu'elles vont cultiver. Une partie va être servir à nourrir la famille et l'autre partie va être vendue au marché. Ce qui veut dire qu'elles vont avoir de la... Ma mère m'a toujours dit que la liberté des femmes est d'abord économique. Que tant que tu ne gagnes pas ta vie, il est extrêmement difficile de demander quoi que ce soit à la société. Des femmes au foyer, je n'en connais pas beaucoup. Maintenant, est-ce qu'elles ont... Donc ça, c'est une chose pour ce qui est de la liberté économique. C'est obligatoire. La société ne peut pas fonctionner autrement qu'en autorisant les femmes à travailler et à gagner leur vie. Maintenant, est-ce que ça signifie une liberté culturelle d'aller vers les autres, etc. Les femmes vont vers les autres dans des associations, des tontines, des choses comme ça, mais la question de la survie est trop importante et effectivement, culturellement, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité parce qu'il y a trop d'autres choses à faire. Il faut gagner sa vie, il faut élever ses enfants, il faut gérer, il y a plein de choses à faire. Mais ça, la question ne se pose pas que pour les femmes. La question, le Cameroun, c'est un pays sous-développé. La réalité des pays sous-développés, c'est ça, c'est que la question de la subsistance est tellement importante que la culture vient peut-être en second lieu. Ça ne va pas être le plus important. Elles sont extrêmement libres, mais elles sont libres aussi dans un cadre. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Elles sont libres je ne vais pas dire le respect des codes et des traditions, mais dans un respect au moins affiché des codes et des traditions. Parce qu'il faut quand même que que les convenances soient sauves. Par exemple, et ça, quand je l'ai dit au Cameroun, il y a une partie de la salle qui me houspillait et l'autre qui était parfaitement d'accord. Je connais très peu de mères qui vont dire à leur fille, voilà, tu te maries, tu dois être fidèle à ton mari. Ce n'est pas du tout un discours des mères du Cameroun. Pas du tout. Elles vont dire, sois intelligente et sois discrète. Oui, oui. Elles ne vont pas lui dire... Elles ne sont pas dans un moralisme, béat. Non, elles sont dans la vie vraiment pratique, basique. Elles vont lui dire, oui, c'est les choses de la vie est longue, hein, les choses peuvent arriver, mais ne sois pas assez stupide, ma fille, pour te faire avoir. Voilà.
Vous découvrez juste un tout petit peu la dimension d'humour de Emily, et dans ce roman, étonnamment, elle est très présente, cette dimension. C'est aussi un aspect, je trouve, en littérature qui est très fort chez elle. Il y a des scènes absolument terrifiantes qui se soldent par une situation complètement ubuesque qui vous fait éclater de rire alors qu'on vient d'assister à un drame. Et elle a une manière de mener ce récit comme ça, sans pathos, et peut-être que son efficacité tient à ça. C'est que parler du sida, si on tombe dans le pathos, on ne peut pas en parler précisément. Voilà, donc un humour très très particulier d'Emily. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas. La primera es que usted han dicho de SIDA, que es 12% en Camerún. Pero tenemos la malaria, que es 90% de la gente que está muriendo todos los días. La segunda pregunta es para preguntar que usted está escribiendo muy bien, pero hay que escribir también de la genocidio que está pasando hoy, que mucha gente está muriendo por la política que su presidente está manifestando en Camerún. La tercera pregunta es, quería saber cuándo usted va a hablar sobre la corrupción que está pasando en Camerún ahora mismo con el gobierno francés. Muchas gracias. Une chose que je voulais dire sur le sida, et c'est extrêmement important. En 98, il y avait 12% de la population qui était séropositive. Aujourd'hui, il y a 4,5%. Beaucoup de gens sont morts, mais également les gens ont appris. Et aussi, il y a les nouvelles thérapies. Donc ce n'est pas de mort qu'il s'agit, c'est d'espoir aujourd'hui. On ne peut plus en parler de la même manière, même les gens ne le vivent plus de la même manière. Beaucoup plus de gens se font dépister. Et nous avons tous tellement souffert que ce n'est pas du tout à prendre à la légère ni à négliger le fait qu'après toutes ces années, on revient enfin à une note d'espoir en ce qui concerne cette maladie. Maintenant, pour ce qui est de la politique au Cameroun, je ne fais pas de politique, malheureusement. Moi, j'écris des livres. Y con respecto a los proyectos que tiene, ¿en qué si está trabajando en algún otro libro y cuál sería su tema, en fin, cuáles son sus proyectos en ese sentido? Oui, je suis en train effectivement, j'ai commencé à travailler sur un autre livre. Je ne vais pas trop dévoiler l'intrigue à présent, parce que je commence seulement. Mais l'histoire se passera pendant les indépendances, et ce sera encore des histoires de personnes. C'est-à-dire que le contexte sera historique, mais moi, ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens vivent, même dans des situations, justement, dans des situations difficiles ou compliquées. Ce sera dans ce sens-là. J'ai déjà... dans le clan des femmes, je parlais plus du début du siècle et d'une femme qui avait traversé le siècle. Dans Sidémé, l'histoire est plus contemporaine. Là, j'ai envie de visiter ces années-là qui sont aussi des années clés de l'histoire de mon pays. Je voudrais bien vous poser une question. Quel a été votre motif de venue ce soir? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qui se lance? Là.
On n'entend pas ce qui se dit là. On ne peut pas traduire. Tenemos poca información y queremos más. Yo iba a hacer una pregunta ahora sobre, siguiendo la línea del SIDA. Yo por ejemplo, pienso, una mujer en Camerún, ya vamos a fijarnos en Camerún porque es el país del que ella conoce sobre todo y del que ha escrito, que vaya a tener una relación con un novio, un futuro marido, tiene el derecho a decir yo no me relaciono si no sé si tú estás fuera del SIDA, por ejemplo, si te tienes que hacer las pruebas, puede exigir eso, porque eso pienso que es una cadena. Si eso no se hace, habrá contagio, habrá niños con problemas, que es en los bebés luego en donde hay muchísima transmisión. Entonces, esa curiosidad tenía un poco qué concienciación tienen las mujeres ahora y si la ley y la sociedad les permite esa exigencia. Pendant des années, pendant longtemps, alors que le sida faisait des ravages, le fait qu'un partenaire masculin vous propose des préservatifs, c'était comme s'il affirmait que vous étiez une femme facile. Parce qu'avec les filles bien, on n'utilise pas des préservatifs. Ça semble clair. Sauf que la réalité du sida ne peut pas être niée. Tout le monde court un risque. Il n'y a pas que ceux qui le risque est le même pour tout le monde. Alors personne ne veut le courir. Après, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que même, évidemment, si on vient de rencontrer quelqu'un dans un début de relation, on va commencer au préservatif. Ça semble évident. D'autant plus évident qu'aujourd'hui, les populations les moins touchées, les populations de femmes les moins touchées au Cameroun sont les prostituées. Ça signifie que c'est rentré dans les mœurs de se protéger. Maintenant, l'autre côté, c'est que les populations de femmes les plus touchées sont les femmes en couple. Ça veut dire que la question va se poser dans l'intimité de la relation à deux. Une fois qu'on a utilisé les préservatifs au départ, une fois qu'on a fait le test et qu'on se met ensemble, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on va faire le test tous les ans? Là, c'est la problématique du sida, mais après, ça pose globalement la problématique du mariage et de la vie en couple. Comment la fidélité, on ne peut parler que de ça. On ne peut s'engager, en tout cas, que sur sa propre fidélité. L'autre, on lui fait confiance. Et c'est là-dessus, aujourd'hui, que les associations, toutes les personnes qui se battent pour lutter contre le sida, c'est là-dessus qu'elles mettent l'accent aujourd'hui. Parce que c'est là que se pose le problème. Ce n'est pas avant, même si on dit on utilise des préservatifs, et après, on va faire le test, et après, dans la vie après, qu'est-ce qui se passe? Micrófono, perdón, que es que se apaga solo. Que podían traducir los libros de Hemley al castellano y al euskera, animarle a que los traduzcan para que los pueda leer todo el mundo, ¿no? Porque son muy interesantes. Qu'est-ce qui s'est dit là? Avec plaisir. No te oyen, sí. Yo quería preguntar dónde se pueden comprar sus libros aquí en San Sebastián. Si hay alguna librería o algún sitio donde se pueden comprar. De momento Silvi nos ha traído unos cuantos, ¿no? Sí.
Es que los he visto ahí y no sabía si era solamente Sí, aquí o se podía... se pueden comprar, ¿no, Sylvie? Un peu les acheter, ¿no, Sylvie? Oui, oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait, oui. Han traído algunos libros, si los quieren comprar en francés, hay algunos ejemplares aquí que ha traído varios. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues agradecer vuestra presencia, agradecerle a Hemli Boom su presentación y el que nos hayamos acercado más a las mujeres africanas. Agur.